Nous sommes au nord-est de la Papouasie indonésienne, sur l'île de Nouvelle-Guinée, et plus précisément dans les Cyclopes. Une petite chaîne montagneuse coincée entre l'océan Pacifique et la plaine Papou. Ce massif renferme une forêt primaire qui abrite un grand nombre d'animaux uniques. Nous allons tenter d'entrer plus profondément dans la jungle et essayer de rejoindre les villages qui se situent sur la côte. Dans cette région où il pleut 9 mois sur 12, l'unique moyen pour s'enfoncer dans la forêt, c'est de suivre les routes naturelles et ici, ce sont les rivières. L'eau bondit du haut de la cascade pour tomber 120 mètres plus bas. Le courant est terrible. C'est le passage le plus aisé et le plus rapide pour accéder à la jungle, mais il reste très dangereux. Il ne faut à aucun moment se laisser prendre par les trompes d'eau, sous peine d'être emporté, broyé par les tourbillons. On comprend mieux pourquoi les espèces animales et végétales sont ici à l'abri de l'homme. Il faut dorénavant suivre la rivière Torare. Ce sont toujours les cours d'eau qui permettent l'accès aux forêts les plus épaisses. Mais il faut vaincre encore un autre obstacle de taille, la météo. Ici, le déluge peut s'abattre en quelques secondes seulement. Le niveau de la rivière monte très rapidement. Il faut éviter la catastrophe à tout prix, trouver un abri. À la dernière minute, c'est une cavité qui nous sauve. L'endroit doit certainement servir aussi de lieu sûr pour d'autres espèces vivantes. Une nichée d'hirondelles. Dans toute l'Asie du Sud-Est, les nids de ces oiseaux sont récoltés pour être vendus aux Chinois qui en font de la soupe. Des colonies entières sont ainsi exterminées. Mais ici, en Papouasie, personne n'est encore au courant de ces pratiques et pour l'instant, les hirondelles sont à l'abri des chasseurs. L'hirondelle des rochers fixe son nid au plafond grâce à sa salive. Celle-ci, une fois séchée, se transforme en un véritable ciment. Un alien avec 6 longues pattes. Un corps extrêmement poilu et dépigmenté. Cet insecte n'a pas de couleur car il ne sort jamais de sa grotte. Il vit dans la pénombre, attendant inlassablement le passage d'un moucheron pour l'attraper et le manger. L'amblipige, en latin le roi des démons. Ce n'est pas un insecte, mais il fait partie du même groupe que les scorpions. Malgré son apparence agressive, et contrairement aux croyances locales, il n'est absolument pas dangereux et peut être manipulé facilement. Il se déplace de côté, comme les crustacés. Il utilise ses pinces pour attraper ses proies, des criquets ou des cafards. Dehors, la pluie a cessé. Un varan en profite pour se dorer au soleil, tout en restant très attentif à l'approche d'un inconnu. Ah! Un jeune varan. Il est à l'aise dans tous les terrains, mais préfère les endroits comme celui-ci avec de l'eau. Il mange de tout et ici était certainement en train de chasser des crevettes et des poissons qu'il trouve en abondance. Les varans ont envahi le monde entier.
Il y en a des dizaines d'espèces différentes disséminées sur les 5 continents. Ce reptile carnivore a su s'adapter partout. Celui-ci mesurera 1,5 m à l'âge adulte. Voici en revanche un animal bien plus rare, un superbe python d'Albertis. Cette espèce est endémique, autrement dit, elle ne se trouve que sur le plateau continental australien dont fait partie la Papouasie. Le python à lèvres blanches, comme on l'appelle aussi, possède une peau opaline aux écailles magnifiquement nacrées. Une star aux paillettes multicolores, mais dont la morsure, elle, n'a rien d'une partie de plaisir. Progresser dans la jungle n'est donc pas sans danger. De plus, c'est très fatigant. Le climat est lourd, la température dépasse 30 degrés, sans parler de l'humidité. Un vrai hammam. Mais il y a aussi les plantes. Beaucoup d'entre elles sont agressives, ça pique, on se griffe, on s'accroche de partout. Les insectes, il y a des moustiques nuit et jour et des fourmis de toute taille absolument partout. Ces fourmis font leur nid sur les feuilles des arbres à 1 ou 2 mètres du sol. Ce sont parmi les seules fourmis au monde à posséder un dard piquant pour se défendre. Encore une espèce endémique. Ce coléoptère a été identifié par les biologistes, mais nombre de ses congénères restent inconnus des scientifiques, tant leurs différences sont variées et tant ces animaux sont difficiles à trouver. C'est aussi le cas de ces punaises, dont l'espèce est typique de la région et qui, pour effrayer leurs ennemis, possèdent des taches sur le dos. De loin, on dirait les grands yeux d'un prédateur. C'est la ponte. Les punaises protègent leurs œufs. Elles en pondent une vingtaine d'un coup, et cela plusieurs fois par an. 2 semaines plus tard, les œufs éclosent. Voici en revanche un insecte bien connu, une superbe sauterelle verte. Comme chez nous, elle ne pique pas, elle ne mord pas et passe beaucoup de temps à faire sa toilette. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si la chaîne montagneuse des cyclopes est relativement difficile d'accès, cela ne veut pas dire qu'elle ne renferme que des animaux ou des végétaux. À la périphérie de la jungle, entre verdure et océan, vivent aussi quelques rares tribus papous. Agus et les siens habitent dans la région. Ce jour-là, ils se sont rendus à la carrière. Les hommes se préparent. Ils trempent une noix dans de la chaux avant de la mâchouiller longuement. C'est le petit remontant local, des fruits de liane et des noix de bétel qui, mélangés à la chaux, vont stimuler les hommes. C'est une mixture énergétique, mais aussi une drogue qui rend les hommes dépendants. Certains en consomment une centaine par jour, un dopant qui rougit la bouche et qui ravage la dentition des papous. Agus a dégagé la végétation qui recouvrait un gros rocher. Ce rocher va fournir les cailloux dont Agus et sa tribu ont besoin. C'est une roche volcanique, de l'Arowai. Elle est si dure que pour espérer la casser, il faut tout d'abord la chauffer pour qu'elle se fragilise. Depuis plusieurs centaines d'années, les Ormous vivent en bordure de mer. Les contacts occasionnels avec les gens de passage ont donc favorisé le troc, et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, ils ont opté pour des vêtements occidentaux. Agus a choisi le t-shirt et le bermuda. Avec des morceaux de bambou, Agus va maintenant prélever l'eau qui servira à refroidir les blocs de pierre. C'est un récipient construit à l'aide d'une feuille de nibung qui va servir de bac de refroidissement. Le rocher est devenu brûlant. Le moment est venu de tenter d'extraire des blocs d'Arowai. Ici, pas de dynamite. Agus frappe la roche à l'aide d'un gros percuteur. Après plusieurs essais infructueux, le rocher cède enfin.
La pierre éclatée libère les précieux blocs d'Arowai. Une fois contrôlés et sélectionnés, les Ormous vont ramener ces blocs dans leur village situé à 1 heure de marche. C'est là, durant ce trajet, que nous avons rencontré ces hommes alors que nous étions sur le point de pénétrer au cœur de la jungle. Ils faisaient le chemin inverse, se dirigeant vers leur village côtier, le village d'Ormou. Ils n'ont posé aucune question, nous proposons même spontanément de les suivre, comme si nous étions de vieilles connaissances. L'océan. Le village d'Ormou est coincé entre la jungle et les flots agités du Pacifique. Même en venant de la mer, l'accès au village reste très difficile, les vagues balayant la plage en permanence. Ormou, village où la vie s'écoule paisiblement au rythme de la pêche et de la chasse. Au rythme de la cueillette des fèves de cacao qui seront vendues 2 fois l'an pour une bouchée de pain aux intermédiaires de la longue filière du chocolat. Les enfants ne sont pas très nombreux dans ce village de 300 âmes dont le chef, Londo Afi, remplit aussi le rôle de gardien des traditions. Les traditions, justement, comme celle qui consiste à placer des feuilles de fougère sur la tête, afin, semble-t-il, de ne pas fâcher les esprits de la forêt pour leur avoir pris des cailloux. Ces cailloux, justement, que vont en faire les Ormous? Ont-ils eux aussi conservé la tradition du taillage de la pierre, comme les Huna? Un savoir-faire qui remonte très loin à la préhistoire? La réponse va venir au fur et à mesure de la découverte de cette technique de taille, lente mais ô combien précise et soignée. En réalité, les Ormous sont les orfèvres de la hache de pierre qu'ils façonnent patiemment, à l'usure. Millimètre par millimètre, ces tailleurs hors pair forment des lames, les fameuses haches Ormous. Des pièces que convoitent toutes les tribus papous, tant leur solidité est grande et leur polissage tout simplement parfait. L'application extrême que portent les Ormous à leurs lames en font un must dans toute la Papouasie occidentale, jusque dans la capitale, Jayapura, où elles sont offertes lors de cérémonies ou de mariages. Pour vérifier les minuscules imperfections de la pierre, les tailleurs déposent un peu de gras à sa surface. Cela fait plus d'1 heure que les 2 seules ruelles d'Ormou résonnent au rythme régulier et apaisant du travail des hommes. Il est midi lorsque nous arrivons à notre tour dans le village. Bagus kasih Papa Moussa. C'est ici que se travaille la pierre. Tous les jours, par petits groupes, et ceci pendant 2-3 heures, les hommes façonnent leur hache. Il faudra 6 mois pour terminer une pièce comme celle-ci. Jarwai. Aujourd'hui, les jeunes utilisent de plus en plus souvent des meuleuses électriques. Les traditions se perdent avec les anciens qui disparaissent, mais pour l'instant, le savoir-faire est encore bien présent. À Ormou, il y a ceux de la mer, en bas du village, et puis il y a ceux de la forêt qui habitent en haut. Agus fait partie de ceux de la forêt. C'est un excellent chasseur.
Il part poser des pièges une fois par semaine en suivant les traces laissées par les animaux. Il tend ensuite ses collets un peu partout afin d'attraper des petits mammifères, des oiseaux, parfois même des kangourous. La technique du collet est universelle et efficace. Agus nous en fait la démonstration. Un mégapode en a fait la mortelle expérience quelques jours auparavant. Le collet s'est resserré instantanément sur la patte de l'animal, empêchant toute fuite. Agus récupère cette poule sauvage aujourd'hui seulement, une semaine peut-être après sa capture. C'est dire que la viande consommée par les papous n'est que rarement de première fraîcheur. Un peu plus loin, Agus relève un autre collet. C'est un petit mammifère, un bandicoot, qui s'est laissé piéger. Agus attrape ainsi 2 à 3 animaux par semaine, de quoi le nourrir, lui, sa femme et sa fille. Les habitants d'Ormuz sont vraiment très attachants, mais cette rencontre imprévue avec eux n'efface pas pour autant le but de notre expédition, nous rendre jusqu'au cœur de la jungle secrète des Cyclopes. Un désordre, un fouillis de branchages toujours plus serrés, une ribambelle d'arbres et des troncs dans tous les sens. L'avance dans ce milieu de plus en plus hostile donne l'impression de pénétrer dans un gigantesque chaos. Pourtant, ce qui semble n'être qu'une vaste pagaille est en réalité un monde parfaitement structuré où chaque espèce se bat quotidiennement pour sa survie. Comme cette mygale. Elle est un tout petit peu agressive, donc attention à la manipulation. Pour se défendre ou attraper ses proies, elle possède 2 crochets avec lesquels elle injecte son venin. Attention également à tous les poils qui lui recouvrent le corps, ils sont extrêmement urticants. Dans ces méandres de verdure vivent aussi de magnifiques serpents tels que le python vert. Ce reptile vit exclusivement dans les arbres, raison pour laquelle il n'est pas évident à repérer et encore moins à observer. Adulte, il peut mesurer jusqu'à 1,5 m de long. Lorsqu'il se met aux aguets, sa couleur et son immobilité le rendent pratiquement invisible pour les autres espèces. Voilà ce qu'observait le python vert, sa progéniture. La chance est avec nous, car tomber sur un serpent juvénile d'à peine 25 cm de long et en plein cœur de la jungle est en soi un exploit. Surtout qu'en l'occurrence, le jeune python est en train d'apprendre à chasser. Il vient d'attraper un gecko, un petit lézard. C'est la nourriture préférée des pythons, même si parfois ils choisissent de capturer de petits mammifères. Le jeune python a du mal à ingurgiter sa proie. Il ne lui faudra pourtant pas plus d'1 minute pour engloutir le lézard, et 1 semaine ensuite pour le digérer. Soudain, une clairière, au beau milieu de la jungle. Rien ne laissait soupçonner qu'un endroit aussi dégagé et agréable à vivre était dissimulé au cœur de la forêt vierge. Ça n'est donc pas un hasard si c'est ici même, à l'abri du monde extérieur, qu'on choisit de vivre les couscous. Des marsupiaux aux allures de singes, jamais pressés et donnant l'impression de ne craindre personne. Nous avons réveillé un couscous commun. Dans la région, les gens l'appellent un waïna. C'est un animal nocturne et arboricole qui fait partie de la famille des opossums.
eux aussi sont incroyablement difficiles à observer, car ils vivent la plupart du temps dans la canopée, au sommet des arbres, et ne sortent de leur cachette que la nuit pour chercher leur nourriture. Le couscous ne se nourrit que de feuilles et de fruits. Pour éviter de descendre à terre, il a développé au cours des siècles une technique de saut efficace et spectaculaire. Mais ce remue-ménage a réveillé une femelle. Pour notre plus grand bonheur, à vrai dire, car elle est blanche. Chez les couscous, seules de rares femelles peuvent revêtir un pelage blanc sans pour autant être albinos. Le mâle a rejoint sans difficulté la canopée grâce à ses griffes impressionnantes. Une fois au sommet, il retrouve la femelle qui a décidé de s'en aller grignoter une feuille dans l'attente de notre départ. Pour s'assurer à 40 mètres du sol, les couscous utilisent leur queue préhensile, un membre vigoureux qui fonctionne comme une cinquième patte. La femelle s'est arrêtée de manger, elle semble maintenant examiner les alentours. L'objet de son attention n'est pas très loin. Voilà ce que cherchait le couscous, un fruit mûr de cacao. Pour la fabrication du chocolat, on utilise uniquement les graines. On laisse pourrir le fruit sur le tronc de l'arbre et il sera récolté une fois tombé au sol. Il y a peu à manger et le goût est très sucré, doux et légèrement acide. La graine, violette, est extrêmement amère. On comprend quand même mieux pourquoi le couscous prend quelques risques pour consommer ses fruits. Un tout jeune boa du Pacifique. On trouve cette espèce sur de nombreuses îles, les Samoa, les Salomon, les Fidji. Les scientifiques pensent que ces serpents ont dérivé sur des radeaux naturels depuis les Caraïbes et ceci bien avant que les deux Amériques ne soient soudées. Ils se sont installés petit à petit dans tout le Pacifique jusqu'en Nouvelle-Guinée. Par contre, on ne les trouve pas encore en Australie. Au centre de la jungle, les rencontres s'enchaînent. Un bébé casoar en compagnie de son père. Le casoar ne court pas les rues, même s'il fait partie de la grande famille des autruches et des émeus. Il vit ici, dans les forêts de Papouasie et en Australie. La grande particularité du casoar, c'est son comportement social. C'est le père et non la mère qui couve, nourrit et éduque les petits. Physiquement, c'est son plumage dense et curieusement très rêche qui surprend. Un système efficace qui le protège autant de la pluie que de la chaleur. Quant à ses pattes, elles sont munies de 3 puissantes griffes qui lui servent à repousser ses ennemis. C'est sur cette rencontre que nous allons quitter les cyclopes et toutes les merveilles qui s'y cachent en faisant bien attention de ne pas déranger le casoar. Parfois, la chaîne montagneuse des cyclopes et sa jungle profonde se laissent découvrir,
mais il faut impérativement lui accorder patience et respect. L'écrin s'ouvre alors sur une nature unique et encore préservée. Thank you.